Le prince William se trouvait donc dans une pièce remplie de conseillers et il a repoussé un dossier d'information comme s'il était radioactif. On apprenait que son plus jeune fils, le prince Louis, était confronté à une grave crise de santé et que le palais cherchait à déterminer quelles informations communiquer au public. Mais William refusait catégoriquement. La confirmation fut brève, maîtrisée et bouleversante. Mais le plus important, c'est ce qu'il a refusé de dire. Et c'est là que toute cette histoire devient étrange. Plus on compare le scénario prévu au scénario réel, plus il apparaît clairement qu'il ne s'agissait pas d'une simple question d'image. Il s'agissait d'un père réalisant qu'aucun protocole royal ne pourrait protéger son enfant de la peur. Avant d'aller plus loin, si vous aimez décortiquer les drames royaux et les secrets que le palais préfère taire, abonnez-vous à Crown Watch pour ne rien manquer. Cela soutient la chaîne et vous permet de rester informé et des actualités qui évoluent rapidement. C'est pourquoi les détails sont volontairement succincts. C'est le but recherché. William est assis aux côtés de Catherine avant d'approuver la version finale de ce qui n'était au fond qu'une déclaration officielle, et il s'arrêtait sans cesse sur la phrase mentionnant Louis. Il avait passé des années à apprendre à dissocier ses émotions privées de son devoir public. C'est là toute la fonction du prince de Galles, l'héritier présomptif, le premier dans l'ordre de succession au trône. Mais cette fois, sa discipline le trahissait. Il confia à son aide de camp que son fils devait être présent avant chaque engagement. Catherine comprit parfaitement son hésitation. Il savait que trop peu d'explications alimenteraient les spéculations, mais que trop en dire exposerait un enfant de 11 ans au regard de tous. Elle préféra donc la protection à la réassurance. Elle dit à William qu'une fois prononcées, les paroles seraient irrévocables. Il la regarda et déclara que Louis ne devait jamais avoir l'impression que le pays avait été mêlé à une affaire qui lui appartenait. La confirmation a donc seulement révélé qu'il y avait une crise. Aucun diagnostic, aucun détail sur le traitement, aucun pronostic. William a refusé toute formulation décrivant les tests ou les détails médicaux. Il expliquait les annulations d'apparitions publiques et les changements de programme, mais rien de plus. L'agenda royal, le calendrier officiel des engagements, pouvait être modifié. La vie privée de son fils, elle, ne pouvait pas l'être. C'est là que la chronologie prend toute son importance, car cette annonce n'était pas le premier moment où la situation est devenue concrète. Il y a eu un tournant privé plus tôt, qui a convaincu William et Catherine que ce n'était pas temporaire. L'incident s'est produit lors de ce qui devait être une soirée familiale ordinaire. Rien de solennel, rien de public. Soudain, Louis s'est senti si mal que ses parents ont tout abandonné pour aller chercher des soins médicaux d'urgence. Cette nuit-là a marqué un tournant décisif. Auparavant, des soins médicaux privés avaient déjà été organisés, car Louis présentait des symptômes suffisamment inquiétants pour justifier la prudence. Mais la famille espérait encore que sa routine puisse se poursuivre sans encombre. Adelaide Cottage, leur résidence privée près de Windsor, était devenue le refuge où ils tentaient de se tenir à l'écart des pressions royales. William savait à quelle vitesse une enfance royale pouvait être exposée au grand jour, et il refusait que l'incertitude marque l'histoire de son fils. Puis, la soirée, qui semblait ordinaire, bascula. Catherine prit l'initiative, appelant les secours d'urgence, tandis que William annulait tous ses rendez-vous du lendemain matin. Il n'y eut aucune discussion sur les apparences, aucun débat sur le protocole. Le futur Roy ne comprenait qu'une chose. Ce qui l'attendait dehors pouvait attendre encore longtemps. Lorsque l'équipe médicale a conseillé de poursuivre la surveillance et de procéder à des examens complémentaires plutôt que de reprendre immédiatement une vie normale, la gravité de la nuit s'en est trouvée bouleversée. Ce n'était plus une simple frayeur passagère,
qu'il pourrait oublier au matin. William entendit les mots, hocha la tête et entra seul dans une autre pièce. Catherine le trouva les yeux rivés sur son téléphone, incapable de répondre aux messages qui s'affichaient à l'écran. Il pouvait réorganiser ses engagements, contrôler ses déclarations, parler à ses conseillers, mais il ne pouvait écarter le danger qui planait sur lui. Et ce sentiment d'impuissance le blessait plus profondément que n'importe quelle crise publique qu'il avait connue. Il finit par annoncer qu'il annulerait lui-même ses engagements du lendemain. Catherine lui dit qu'il n'avait rien à se reprocher. Il la regarda et dit « Oui, pour Louis. » Et la dispute fut close. Mais une autre décision restait à prendre. William souhaitait un silence complet, mais les annulations répétées commençaient déjà à susciter des interrogations. Catherine a averti que des rumeurs incontrôlées pourraient blesser leur fils davantage qu'une vérité soigneusement circonscrite. Cet accord a résolu un problème et en a créé un autre. La famille avait fait son choix. William devait désormais le mettre en œuvre dans un contexte où vie privée, devoir public et protocole royal allaient se heurter. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Autour d'une table privée, des conseillers ont examiné quelles informations pourraient apaiser les spéculations. William écouta jusqu'à ce que la conversation passe des horaires aux détails médicaux. Il se pencha alors en avant, marquant clairement la limite. La monarchie pouvait expliquer son absence. Elle pouvait reconnaître une crise familiale, mais l'état de santé de son enfant ne devait pas devenir un sujet de discussion au palais. Les responsables de la communication du palais craignaient qu'un silence prolongé n'alimente des spéculations de plus en plus extrêmes, surtout si Louis venait à s'éloigner des habitudes familiales. Une réunion d'information au palais, une discussion encadrée servant à préparer les messages officiels, était censée réduire l'incertitude avant que les rumeurs ne prennent de l'ampleur. Mais le futur roi entendit la conversation dériver vers des examens, des traitements et des informations qu'aucun enfant n'avait souhaité partager. William y mit fin. Il referma le dossier de la réunion, le repoussa de quelques centimètres et déclara à toutes les personnes présentes à table que l'on ne parlerait plus jamais des détails médicaux de son fils. Sa colère demeura contenue, ce qui rendit l'avertissement d'autant plus percutant. Louis avait 11 ans. Il n'avait pas consenti à se soumettre à un examen médical public simplement parce que son père hériterait un jour de la couronne. Guillaume accepterait de répondre aux questions le concernant. Il ne livrerait pas son enfant. Catherine intervint avec une force plus contenue. Lorsqu'un conseiller l'avertit que le silence persistant pourrait nuire à la réputation de la famille, elle répondit que la dignité de Louis primait sur tout désagrément au palais. Elle savait qu'un seul détail intime, une fois divulgué, pourrait le poursuivre pendant des années. Aussi, ils prirent-ils ensemble la décision suivante. Chaque déclaration publique concernant leur fils devrait être approuvée directement par l'un d'eux avant d'être diffusée. Puis Charles changea complètement la donne. L'écureuil soutint le couple sans hésiter et ordonna à sa maisonnée d'assumer des responsabilités supplémentaires plutôt que de contraindre William à faire des apparitions publiques. La maison royale, le personnel et l'organisation qui soutiennent les responsabilités officielles du monarque se plieraient avant l'enfant. Charles comprenait que cette décision compliquerait les emplois du temps, redistribuerait les engagements et augmenterait la pression ailleurs, mais il refusait de faire payer à Louis le prix de la commodité institutionnelle. William avait gagné la bataille pour la vie privée, mais cette victoire avait une conséquence bien plus importante. Charles ne se contentait plus de protéger un petit-fils d'une attention indésirable. Le monarque s'apprêtait à redéfinir la manière dont la famille s'acquittait de ses devoirs en temps de crise. Et cela signifiait
que la prochaine décision aurait des répercussions bien au-delà d'une simple pièce close. Depuis des siècles, la monarchie exige que la souffrance personnelle cède le pas à l'obligation publique. Charles était confronté au choix inverse. Son héritier avait besoin de temps. Son petit-fils avait besoin de stabilité. L'institution avait besoin de continuité. Il fallait faire des concessions. Le roi aurait pu exiger que William maintienne les apparences pendant que le palais gérait la crise en coulisses. Au lieu de cela, il a choisi un autre modèle de devoir royal, fondé non sur la distance émotionnelle, mais sur la conviction que protéger un enfant pouvait être en soi un acte de service. Charles a immédiatement compris le coup. Le monarque conservait des responsabilités constitutionnelles, les devoirs officiels liés au rôle du souverain au sein de l'État. Et ceux-ci ne pouvaient disparaître simplement parce qu'une branche de la famille traversait une crise. L'emploi du temps allégé de William impliquait des reports d'engagement, des réaffectations d'apparitions cérémonielles, et une pression s'est discrètement fait sentir au sein de la famille royale. Anne accepta de prendre en charge certains engagements, permettant ainsi à la maisonnée de Galles de se retirer sans que cela ne crée de vide apparent. Charles ne considéra pas cela comme une faveur, mais comme une correction. Voir William tiraillé entre son rôle de père et ses devoirs fit ressurgir des souvenirs que le roi évoquait rarement ouvertement, des moments où les attentes royales exigeaient sa présence à un endroit tandis que ses enfants avaient besoin de lui ailleurs. Selon une conversation fictive, il confia à son fils que les pères comprennent parfois trop tard ce qui aurait dû être le plus important. William perçut le regret sous-jacent à ces mots et garda le silence. Ce silence était plus éloquent qu'une dispute. Après avoir consulté l'agenda royal remanié, Charles retira ses lunettes et annonça à William qu'Anne avait déjà accepté de prendre en charge l'un des engagements de la semaine. Guillaume protesta aussitôt, affirmant qu'il ne souhaitait aucun traitement de faveur. Le roi le regarda et répondit qu'il ne s'agissait pas d'un traitement de faveur, mais simplement du refus de la famille de répéter les erreurs du passé. William hésitait encore. Le devoir l'avait façonné depuis des années, et renoncer à ses engagements lui semblait dangereusement proche de décevoir ceux qui comptaient sur sa présence. Charles mit fin au débat par ces deux mots. Rentrez chez vous. Il autorisa le personnel du palais à présenter l'emploi du temps allégé du prince comme une simple priorité familiale et bloqua toute tentative d'imposer un calendrier pour son retour complet. Cette décision offrit un répit au palais, mais la pression extérieure se faisait déjà sentir. Les annulations de ces apparitions publiques ont fait la une des journaux. Le public a commencé à poser des questions. Les commentateurs exigeaient des éclaircissements, et William savait qu'il y avait une question qu'aucune déclaration ne pourrait complètement faire taire. L'état de Louis était-il grave? Le palais avait créé un espace autour de lui. Le monde extérieur allait bientôt envahir cet espace, porteur de spéculation, de compassion et d'une pression qui lui était propre. On peut imposer le respect de la vie privée à l'intérieur d'un palais, mais pas à l'extérieur. En quelques heures, chaque rendez-vous annulé devenait une preuve. Chaque absence, une hypothèse. Chaque phrase soigneusement choisie était analysée pour ce qu'elle dissimulait. William s'attendait à de l'attention. Ce que William n'avait pas anticipé, c'était la rapidité avec laquelle cette attention atteindrait les enfants eux-mêmes. Soudain, le combat ne se limitait plus à protéger le secret médical de Louis. Il s'agissait d'empêcher la peur de s'installer dans son enfance. William voyait la pression monter à chaque changement dans l'emploi du temps familial. Les responsables du palais ont maintenu leur position. Un engagement public pouvait être annulé ou reporté,
mais le couple n'était pas prêt à sacrifier le calme, même temporaire, pour des raisons médicales. Charles avait déjà soutenu cette limite, et personne dans la maisonnée n'était prêt à la franchir. Mais William découvrit tout de même la fragilité de cette protection. Il consulta son téléphone et y trouva un titre alarmiste concernant Louis, puis verrouilla l'écran dès que son fils entra. Il changea rapidement de sujet, posant une question banale. Mais en vain. Louis observa le visage de son père et lui demanda pourquoi tout le monde était soudainement devenu si prudent en sa présence. William hésita. L'enfant qu'il avait tenté de protéger avait déjà perçu la peur qu'il croyait dissimuler. Catherine ressentait la même pression, mais d'une autre manière. Elle était exaspérée par les demandes incessantes de nouvelles, car la convalescence ne pouvait être organisée en fonction du calendrier médiatique. Elle confia à William que chaque nouvelle déclaration risquait de créer une attente pour la suivante, jusqu'à ce que les moments les plus difficiles de Louis deviennent un sujet que le public se sente en droit de suivre. William acquiesça et ensemble, ils renoncèrent à plusieurs apparitions publiques facultatives impliquant George, Charlotte et leur jeune frère, préférant la distance à une normalité forcée. Puis, Charles changea l'atmosphère par un geste plus discret. Il envoya à William un mot manuscrit lui proposant de rendre visite à Louis en privé, sans photographe, sans cérémonie, sans annonce. Il ne souhaitait aucun rôle officiel, seulement du temps avec son petit-fils. William lut le mot 2 fois avant de le montrer à Catherine et, pour la première fois depuis des jours, la décision qui se présentait à eux ne lui sembla plus être une simple opération de communication. Mais cette visite révélerait quelque chose de plus profond. William avait passé la crise à contrôler les téléphones, les relevés, les emplois du temps et les portes, persuadé que protéger Louis signifiait le tenir à l'écart de la peur. Lorsque grand-père et petit-fils se seraient enfin assis ensemble, ils commenceraient à comprendre que l'enfant en savait déjà bien plus que quiconque ne l'avait admis. L'acte tournant ne survint ni par une annonce du palais, ni par un point de presse médical. Il survint lors d'une conversation sans conseiller, sans micro, sans institution entre les personnes concernées. William avait passé des jours à tenter de protéger Louis de la peur, mais ce faisant, il avait sous-estimé la perspicacité de son fils. L'enfant percevait les sourires prudents et les conversations interrompues, et lorsque Louis finit par demander directement à son père si tout le monde le croyait fragile, William comprit que la protection exigeait aussi l'honnêteté. Il avait confondu le silence avec la force. À ce stade, Louis restait sous étroite surveillance médicale et familiale, mais la première vague de panique s'était suffisamment apaisée pour que les habitudes quotidiennes reprennent peu à peu. L'observation médicale, cette période durant laquelle les médecins continuent d'observer attentivement un patient avant de décider de la suite des événements, était devenue une partie intégrante de la vie familiale sans que personne ne puisse la définir. William était toujours animé d'une peur palpable, mais son plus jeune fils l'apercevait même en l'absence de parole. Louis finit par poser la question que son père avait toujours évitée. Pourquoi tout le monde baissait-il la voix quand il entrait dans une pièce? Mais un moment donné. Cette fois, William ne chercha pas à rassurer son fils. Il lui dit que les gens s'inquiétaient parce qu'ils l'aimaient et non parce qu'ils le croyaient faible. Puis, Louis posa une question encore plus difficile. Avait-il encore le droit d'être normal? Le futur roi s'assit à ses côtés et répondit que la maladie n'effaçait pas qui il était. Son fils sourit et Guillaume lui rendit enfin son sourire sans le forcer. Louis prononça alors les mots qui brisèrent le dernier rempart de son père. Il a admis que voir Catherine triste l'effrayait davantage que d'être malade. Les mots résonnèrent lourdement en William, car ils révélaient ce que chaque adulte avait tenté de dissimuler.
Son fils n'avait pas été épargné par cette tension. Il l'avait même perçu. Plus tard, William confia la conversation à Catherine et ensemble, ils décidèrent que la famille cesserait de faire comme si de rien n'était. Les jours difficiles seraient reconnus, mais la vie ordinaire serait préservée autant que possible. Charles arriva plus tard, sans cérémonie. Selon le récit romancé, le roi s'adressa à Louis, non pas en souverain, mais en grand-père, le taquinant gentiment et provoquant des rires dans une pièce devenue trop prudente. William vit l'humeur de son fils s'améliorer et comprit quelque chose qui lui avait échappé. La peur ne disparaissait pas par le silence, elle s'atténuait parce que la famille avait enfin cessé de faire comme si elle n'existait pas. Cet échange privé apporta à William ce que le palais ne pourrait jamais fabriquer, la clarté. Il était désormais prêt pour une dernière démarche publique, non pas pour révéler l'état de Louis, mais pour définir ce que la nation devait comprendre de l'enfant derrière les gros titres. Le lendemain matin, la crise touchait bien plus de personnes que celles qui se trouvaient au palais, même si ces détails privés restaient secrets. La sympathie s'est rapidement répandue, tout comme le débat sur les limites de l'inquiétude publique. Puis, une image a mieux saisi l'atmosphère que n'importe quel commentateur. Aux abords de Windsor, des messages destinés à Louis côtoyaient des fleurs et des dessins d'enfants. Sans exiger d'explications, sans demander de diagnostic, William proposait quelque chose de plus simple. Un jeune prince était redevenu un enfant que l'on souhaitait revoir en bonne santé. William observait les réactions avec un mélange de gratitude et de malaise. La couverture médiatique britannique et internationale s'est concentrée sur la confirmation de son diagnostic et sur la décision de la famille de privilégier la santé de Louis plutôt que les apparitions publiques. Si les médias responsables se sont abstenus de spéculer sur un éventuel diagnostic, un engagement royal a soudainement semblé moins important face à la santé d'un enfant. Les commentateurs débattaient pour savoir si ce retrait était un signe de faiblesse ou une conception plus humaine du service. Et le futur roi savait que toutes les opinions finissaient par concerner son fils. Catherine comprenait le danger que représentait cette attention. Lorsque William lui montra un flot de messages de soutien, elle lui rappela que l'affection et l'intrusion étaient deux choses différentes, même lorsque la frontière entre les deux semblait ténue. Elle voulait que Louis sache que des gens se souciaient de lui, mais elle refusait que la bienveillance serve de prétexte pour révéler des détails qu'il pourrait un jour souhaiter garder privés. Son mari était d'accord, même si l'attention nationale le troublait encore. Charles ressentait la même tension d'après la conversation fictive relatée. Le roi a déclaré à Guillaume que la compassion du public n'impliquait aucune obligation de divulgation. Touché par cette réaction, le monarque a néanmoins insisté pour que Louis ne soit jamais contraint de rendre l'appareil en fournissant des informations sur son corps ou son traitement. Cette assurance renforça la position que la famille s'était déjà fixée. Puis, un message changea l'atmosphère. Devant le château de Windsor, une petite foule s'était rassemblée près des barrières, et parmi les fleurs se trouvait une carte faite main par un enfant. « Rétablis-toi vite, Louis. Ton sourire nous manque. » Les caméras de télévision captèrent la scène, et ces mots devinrent le symbole poignant de cette journée. William vit l'image, l'examina en silence, puis passa le téléphone à Catherine. Il dit à Louis de la voir quand il jugerait le moment opportun. William approuva un dernier court message, remerciant chacun de sa gentillesse tout en préservant la vie privée de son fils. Après cela, il n'y aurait plus de réponse à toutes les rumeurs ni de concession à toutes les exigences.
Les gros titres avaient atteint leur apogée. Le palais avait tracé ses limites. Désormais, seule la signification finale demeurait. La décision la plus importante prise par le prince William durant cette crise n'avait rien à voir avec la succession, les cérémonies ou l'image publique. Il a choisi de rester un père avant d'endosser le rôle de futur roi. Catherine a préféré la discrétion à la pression. Charles a préféré la compassion à la tradition rigide. Et Louis, sans le vouloir, a contraint 3 générations de la famille royale à se confronter à une vérité dérangeante. Une institution survit non pas parce que ses membres ne dérogent jamais à la routine, mais parce qu'ils comprennent quelles responsabilités perdent leur sens face à un être cher. William ne s'excusait plus de prendre du recul. L'agenda royal restait flexible, car les soins prodigués à Louis ne pouvaient être contraints à des dates précises pour des raisons de commodité publique. Catherine soutenait cette décision car elle avait défendu ce même principe depuis le début. La santé de leur fils lui appartenait avant tout. La sympathie était la bienvenue. La bienveillance pouvait être commémorée, mais les informations médicales privées resteraient confidentielles, même lorsque la pression atteindrait son paroxysme. Charles a contribué à rendre cela possible. Le roi a redistribué les tâches au sein de la famille royale, Anne et d'autres membres importants de la famille royale assumant des responsabilités qui auraient autrement incombé à William. La monarchie a continué d'avancer, mais quelque chose en son sein a changé. Le souverain ne considérait plus la vulnérabilité de la famille comme une menace pour la stabilité royale. Il considérait la compassion comme une composante du leadership, et son fils a enfin compris que s'adapter à la tradition ne signifiait pas affaiblir la couronne. William a ressenti ce changement le plus profondément dans sa relation avec son père. Selon la conversation fictive rapportée, Charles lui a dit que les institutions survivent parce que les gens savent quand les règles doivent servir les besoins humains plutôt que de les opprimer. Le futur roi a gardé ces paroles en mémoire. Louis est resté protégé de tout diagnostic public. Catherine est restée ferme face aux intrusions et la famille est sortie de la crise immédiate plus calme, plus unie et moins encline à laisser les spéculations contrôler sa vie privée. Puis vint la décision la plus simple de toutes. William a terminé son dernier appel au palais et est retourné auprès de Louis et Catherine. Un autre message est arrivé sur son téléphone. Il l'a vu, a posé l'appareil et s'est assis près de son fils sans répondre. Rien d'autre n'avait plus d'importance à ce moment-là, et ce fut la dernière réunion de la crise. La couronne réclamait le temps de William, le monde exigeait des réponses, mais Louis avait besoin de son père. Et lorsque le choix arriva enfin, William s'assura qu'il n'y ait jamais le moindre doute sur la priorité de son père.